parcours à l'ING, c'est vraiment, je suis rentré, il me semble, c'était 2014-2015. Ça a d'abord été les portes ouvertes à l'ING, sur lesquelles je me suis un peu précipité parce que j'étais très curieux d'en découvrir plus sur ce métier qui est plus qu'un métier, qui est un milieu. Et les portes ouvertes de l'ING, pour moi, ça a d'abord été ce côté où j'ai voulu en apprendre plus, savoir, parce que c'était un métier qui m'intéressait, les pierres, mais pour moi, c'était avant tout un métier de collectionneur, presque de musée, ou de scientifiques un petit peu dans leur labo, mais je ne savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Et les portes ouvertes, ça a été une très belle surprise. On m'a un petit peu dégrossi ce que pouvait être le métier, les différents, il y avait le gémologue de laboratoire, le gémologue de terrain, l'acheteur pierre, on en reviendra plus tard, et ces fournisseurs qui font un peu le tour du monde. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y avait la possibilité donc de faire des stages, une alternance, et moi j'ai eu la chance, le début de mon parcours s'est passé avec Antoine Chapoutot, qui est un créateur joaillier qui était installé à l'époque rue de Seine. Lui, il était vraiment créateur, il faisait son design, il travaillait avec les joailliers, les fournisseurs de pierres, donc j'ai eu très vite ce premier contact avec ce milieu qui est très petit au final, où on apprend vite à connaître les gens, et voilà, d'avoir ce premier impact avec le savoir-faire, les artisans, les joailliers, les fournisseurs de pierres qui viennent vous démarcher, ça, tout de suite ça m'a catché et ça m'a vraiment donné envie. Et surtout que je suis rentré, j'ai eu cette chance monumentale de pouvoir rentrer chez Chanel en 3e année. Donc c'était mon alternance et ça a été une révélation pour moi. C'était un vrai bonheur parce que ça m'a encore plus projeté dans le métier. J'ai vraiment compris à l'échelle d'une maison ce que c'était la joaillerie. Parce que là, on est vraiment sur le côté très place Vendôme. Parce que la joaillerie Chanel, elle est vraiment... Elle est extraordinaire et il y a ce côté mode que moi j'ai toujours très apprécié. J'aime la joaillerie, mais le côté couture qui vient se rajouter, le dynamisme de la mode, la saisonnalité, tout ça, c'est des choses qui sont passionnantes. Alors aujourd'hui, je suis acheteur pierre. Alors l'acheteur pierre, ce n'est pas un gémologue. Un gémologue, c'est un scientifique. J'ai une formation de gémologue, je suis gémologue, mais un gémologue au sens où on l'entend, c'est quelqu'un qui travaille dans le laboratoire. Et voilà, moi, acheteur pierre, c'est vraiment être garant d'une qualité pour une maison. Être garant d'une qualité, d'un ADN. Quand je dis ADN, c'est par exemple chaque directeur artistique a sa patte, et nous, Victoire, dans son ADN, c'est la couleur. Donc Victoire de Castellane, qui est notre directrice artistique, et vraiment, donc il y a l'ADN Dior, il y a des pierres qu'elle aime, d'autres qu'elle n'aime pas, des couleurs auxquelles elle est sensible, et nous, on doit être garant de ça, on doit pouvoir proposer des choses qui lui plaisent, et qui plaisent effectivement, qui vont correspondre aux besoins du marketing. Parce qu'aujourd'hui, un métier d'acheteur, qu'est-ce que c'est? On va nous donner d'abord un brief. On va nous demander d'axer nos recherches sur des parures. On va nous dire, voilà, on aimerait faire une parure en émeraude, une parure en rubis, une parure en telle matière, etc. On va avoir des budgets donnés sur lesquels nous, on doit, si vous voulez, se débrouiller, entre guillemets. Notre métier, donc, c'est surtout de benchmarker, c'est-à-dire d'avoir une connaissance du marché, ce qui est assez complexe. Parce qu'on a de la chance de travailler sur tous les types de matières, tous les types de pierres, que ce soit le diamant de couleur, pierre de couleur et pierres ornementales. Le diamant, tout le monde le sait, c'est très nomenclaturé. Il y a le Rappaport, si vous voulez, qui donne c'est une liste de prix qui est actualisée avec l'offre, la demande, les problématiques géopolitiques. La pierre de couleur, c'est vraiment avec le temps qu'on apprend ça. C'est pour ça qu'il est important de préciser qu'on ne peut pas devenir acheteur dans l'immédiat. Mais ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il faut vraiment de la résilience, de la patience et se nourrir de ce qu'on nous apprend. Voilà, c'est avant tout une envie d'apprendre, une curiosité qu'on m'a transmise et on m'a toujours tendu la main. J'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, j'ai appris avant d'être acheteur pierre. Je ne suis pas devenu acheteur pierre en claquant des doigts. Donc voilà, chez Chanel, j'étais assistant développement. Et en entrant chez Dior ensuite en 2018, je suis rentré d'abord en tant qu'assistant, donc au service pierre. Donc c'est-à-dire que dans le quotidien, j'assistais la première acheteuse qui est Éléonore, qui est toujours aujourd'hui ma collègue, et Jade Billot à l'époque, qui était donc la grande acheteuse de chez Dior. Et c'est vrai que je les aidais dans leur quotidien, à l'achat, etc. On fait les petites choses de départ, c'est-à-dire rentrer des confiés. Rentrer des confiés, c'est typique de notre milieu. C'est-à-dire qu'un fournisseur, c'est de la confiance avant tout. On va nous prêter des pierres pour qu'on puisse travailler avec. Et un confié, c'est un document sur lequel on nous précise les pierres, ce que c'est, les origines, la nature et les prix. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire parce que ça vous permet... Ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est les prix. Le marché, c'est très complexe. On apprend la science, mais on n'a pas forcément... combien coûte une pierre? C'est pas un prix auquel on peut répondre. C'est pas une question à laquelle on peut répondre. C'est une question qu'on apprend.
avec le temps. Et voilà, moi, en rentrant pendant un an, c'est confié là. Évidemment, je faisais beaucoup d'autres choses, mais ça, on absorbe ces informations-là. Donc, il faut être très attentif, il faut être curieux, il faut comprendre. Et la chance qu'on a en plus chez Dior, parce que ce n'est pas le côté achat n'est pas fait de la même manière dans toutes les maisons. Un acheteur pierre chez Cartier, un acheteur pierre chez Hermès ou chez Dior, c'est très différent. On n'a pas les mêmes métiers. Nous, un acheteur pierre, il va être garant et du prix, de la qualité et du suivi de projet. C'est un tout. Alors ça va être quoi le quotidien d'un acheteur pierre? On n'a pas vraiment de routine, c'est ce qui est intéressant. On n'arrive pas le matin avec une to-do définie. C'est de la gestion de problématiques beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelle de la gestion de problématiques? Ça va être, on peut avoir par exemple un SAV. Par exemple, sur une pièce de joaillerie, on nous dit « Oula, il y a eu un petit problème ». Dans ces cas, c'est à nous de le régler. On va avoir de l'expertise. Les gem dealers, les fournisseurs, vont nous confier des pierres qu'on va analyser, qu'on va acheter selon nos besoins ou rendre si on n'en a pas besoin. On va répartir en fonction de nos collections. Moi, par exemple, je vais travailler sur les commandes clients, les commandes spéciales. Je vais travailler sur la collection de janvier, que ça soit de janvier 24, 25, etc. Ma collègue Éléonore gère tout ce qui est réassort. Donc ça va être les pièces répétitives issues de la haute joaillerie, les collections de juin, qui est une grosse collection. On a Dominique, qui est notre responsable pierre, qui est vraiment là pour nous aider, pour nous aiguiller, etc. Et qui a le mot final sur nos achats. Parce qu'on n'est pas tout seul. Moi, je ne me dis pas un jour, ah bah tiens, il est très joli ce rubis, je vais l'acheter, il me plaît. Ça ne fonctionne pas comme ça, je ne l'achète pas pour moi. On l'achète pour la maison, pour garantir voilà, une qualité. Et ça doit répondre, comme je vous le disais, à un besoin déjà marketing. Voilà, on a des prix à respecter, on a des briefs à respecter, ils savent ce qui fonctionne le mieux, c'est des tendances, hein, il y a des cahiers de tendances. Et ensuite, ça doit plaire effectivement aussi à Victoire, au studio, est-ce que ça les inspire? Et auquel cas, si les sélections de pierres qu'on a faites les inspirent, ils vont commencer avec le go de Victoire à dessiner en fonction de leurs inspirations, ils vont broder toute cette joaillerie autour de nos pierres. Et c'est comme ça que ça va commencer à prendre vie. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec plusieurs services, donc le marketing, le studio, puis le développement qui est chargé de retranscrire des dessins en quelque chose de faisable techniquement. Et c'est là où on l'oublie souvent, mais la joaillerie, c'est extrêmement technique. On se dit, mais c'est pas un moteur automobile, mais c'est très technique. Il y a des emmaillements, il y a un confort, il y a un poids à respecter. On ne peut pas se permettre d'avoir des boucles d'oreilles de haute joaillerie qui pendent en bas des épaules. Donc il y a plein de contraintes à respecter. Et donc ce studio va faire ce qu'on appelle les gouachés. Donc on travaille beaucoup avec eux, on leur donne les pierres pour qu'ils les voient, ils font des dessins à échelle 1. Donc ils doivent prendre les dimensions des pierres qu'on leur donne. Et puis voilà, après il va y avoir le côté développement qui va prendre 1 an en général pour développer une collection de joaillerie, de transformer le dessin en une pièce. Et donc ça va être beaucoup de, si vous voulez, un ping-pong entre le développement, Victoire et les ateliers de Hojo, qui sont des artisans extraordinaires. Vraiment, c'est le savoir-faire français, il faut en être fier. Ce sont des gens qui vraiment travaillent comme des dieux de leurs mains et qui font des pièces hyper ouvragées. Et évidemment, on a aussi une entente avec eux. Enfin, une entente, on discute beaucoup avec eux de la faisabilité. Moi, ils vont me dire, Cornel, là, la pierre qu'on doit sertir sur telle pièce, quelles sont les dimensions? Est-ce qu'on est sûr que ça va pouvoir être serti? Et donc, on va travailler avec eux, c'est-à-dire qu'on va leur confier la pierre, ils peuvent faire des scans 3D pour être sûr que ça va bien, en tout cas, s'implanter dans la pièce, être serti. Et voilà, on va travailler avec pas mal d'autres métiers. Par exemple, les laboratoires, comme je vous le disais, parce que toutes nos pierres sont analysées en amont et en aval. C'est-à-dire que toutes les pierres qu'on va acheter, évidemment, on a une relation de confiance avec nos fournisseurs. Donc on sait très bien qu'ils ne vont pas nous vendre un bout de verre. Mais des fois, si vous voulez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on achète ces pierres avant de les acheter. On va les passer en laboratoire. En fonction des valeurs, on change de laboratoire. Et on va travailler avec ces laboratoires. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a construit une relation avec eux qui permettent de se tenir au courant, de s'informer. Parce que notre métier, si on n'évolue pas avec, on est très vite dépassé. Il y a tout le temps du côté scientifique, il y a tout le temps des avancées qui permettent à des filous si vous voulez, de découvrir des nouveaux traitements, des nouvelles synthèses. Donc les laboratoires sont toujours à la pointe de ça, en découvrant. Et on a une relation avec eux où ils nous disent attention, en ce moment, il peut y avoir tel ou tel problème, soyez sur vos gardes, et nous, on va être plus alerte sur telle ou telle matière. Et donc voilà, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux et puis toujours d'apprendre, même si on n'est pas encore très ancré, si je suis moins ancré aujourd'hui dans le côté scientifique, je le comprends.
Et c'est toujours passionnant pour moi de me dire, ah ok, c'est ça les avancées. Et puis moi surtout, je leur demande, mais comment vous avez su qu'il y a eu tel ou tel problème sur une pierre? Et ils vont nous expliquer avec quelle machine ils travaillent, comment ils travaillent et pourquoi ils ont obtenu ces résultats. Et donc voilà, ce qu'on aime, c'est ce côté très transparent, qui est une qualité indispensable à ce métier, où voilà, on doit être très droit, on protège notre client final, on a une image à respecter, c'est de la haute joaillerie, voilà, on a une qualité, un standard à maintenir et ça sera toujours le cas. Et effectivement, on se connaît tous. C'est un tout petit milieu. Beaucoup de choses se savent. On ne communique pas sur nos collections futures. On ne communique pas sur les prix d'achat. Mais par contre, on peut parler effectivement des nouveaux traitements, des tendances peut-être du marché, etc. Et puis, c'est plutôt un échange amical, technique. On peut parler des collections passées. C'est super ce que vous avez sorti parce qu'il y a toujours, on sort tous un peu nos collections au même moment si vous voulez, et on va à ce moment-là effectivement discuter en disant dis donc c'était vachement technique ce que vous avez fait. Donc voilà, l'échange d'informations il se fait pas sur le futur, il se fait sur ce qui a été déjà fait. Les jeunes d'aujourd'hui, enfin, c'est pas que je suis vieux, mais sont un peu impatients, ils se bousculent. Je reçois toujours des messages sur LinkedIn, ouais, je veux être acheteur, je veux rentrer dans une grande maison. Ça se passe pas comme ça. On toque pas chez Dior ou chez Chanel ou chez Chaumet en disant je veux rentrer. Faut apprendre, comme je le disais plus tôt, donc je vais pas refaire un speech là-dessus, mais voilà, c'est de la patience, apprendre le métier. Faut être à l'écoute. Il faut comprendre ce qui se fait, il faut rentrer par la petite porte. On peut commencer chez un trieur, chez un diamantaire. Il y a plein de petits métiers, des petites mains qui permettent, si vous voulez, c'est les premiers rouages de cette grosse machine qui est la haute joaillerie. Et c'est comprendre les besoins d'une maison. Chez un diamantaire, on va trier du pavage, on va faire de la naturalité, on peut faire plein de choses et on comprend les qualités d'une maison. On peut travailler chez un lapidaire. Un lapidaire, moi je travaille avec eux, c'est ceux qui taillent les pierres. Enfin, il y a plein de petits métiers qui au final vont former un grand tout et voilà, faut pas ne visualiser que les maisons, que les métiers d'acheteur ou de gémologue. Il y a plein de choses. Il y a le gémologue de laboratoire, on peut être une petite main chez un fournisseur, chez un diamantaire, de la pierre de couleur. Voilà, on rentre par ces petites portes-là qui ensuite vous permettent de comprendre comment fonctionne le milieu. Parce que c'est un milieu qui est très technique, qui est très discret. Il y a la confidentialité, c'est une autre qualité qui est indispensable, la confidentialité. Mes amis riront s'ils voient ça parce que moi je fais des stories, mais je suis en privé. Mais on ne va pas, en tant que jeune gémologue, faire des stories de tout et n'importe quoi avec un compte Instagram ouvert. Donc voilà, il y a un minimum de confidentialité à respecter. La confiance, c'est un métier de confiance avant tout. Moi, j'ai une relation de confiance avec les laboratoires, ils l'ont avec moi. J'ai une relation de confiance avec mes fournisseurs, ils en ont une avec moi. Moi, j'attends d'eux qu'ils me fournissent une qualité à un prix qui soit cohérent avec celle du marché. Et ils attendent de moi que moi, je respecte des délais. Des achats, je ne peux pas me permettre de faire dormir 6 mois des pierres dans mon coffre. Eux, ils ont des impératifs, il y a d'autres maisons qui leur font des demandes, donc je ne peux pas me permettre d'immobiliser des pierres et c'est en ça que la confiance est importante. Alors moi, l'ING, ça a été avant tout de la proximité, pour être honnête. Je vivais en Angleterre, je suis revenu à Paris et effectivement, je me suis renseigné sur les portes ouvertes et l'ING, ça a été tout de suite le premier truc que j'ai vu, entre guillemets. La première école qui m'a ouvert les portes, puisque c'était accessible, hein, je vis dans Paris, alors que si vous voulez, il y a d'autres écoles, mais il y a le GIA qui est à Londres ou à New York. Je revenais d'Angleterre, j'allais pas repartir si vous voulez. Et l'ING, effectivement, au départ, comme je vous disais, on ne sait pas tout de ce métier. On ne sait pas tout, on ne connaît pas toutes les écoles. Et moi, si vous voulez, ça a été plutôt un feeling. Ça a bien fonctionné avec l'ING, j'ai été bien accueilli et ça s'est fait très vite pour moi. Et puis, il y a aussi le fait que la joaillerie, elle est avant tout parisienne. Là, c'est la place Vendôme, donc en fait, on fait nos études à Paris et c'est plus simple ensuite de se développer et de faire le tour de cette place Vendôme, entre guillemets. Et puis l'avantage avec l'ING, c'est qu'il y a les 4 niveaux et la FEG qui est hyper importante, qui est le diplôme qui est reconnu à l'échelle européenne et qui vous assoit en tant que gémologue expert, en tout cas, reconnu. Bien sûr. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est devenu un métier qui est assez segmenté maintenant. Donc, il faut vite comprendre les affinités qu'on a. Il y a des gens qui adorent le diamant. Et les diamants, pierre de couleur, diamant de couleur, c'est normalement des milieux très séparés parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Diamant, pierre de couleur, c'est pas opposé, mais ça ne fonctionne pas pareil, que ce soit en termes d'achat, d'analyse, de plein de choses. Donc, les gens qui sont passionnés par le diamant, il faut assez vite qu'ils se tournent vers des diamantaires. Donc, ils vont commencer peut-être en tant que trieur. Ensuite, on peut être acheteur diamant. Il y a toutes ces choses-là. La pierre de couleur, c'est beaucoup plus... c'est moins organisé.
Moi, c'est ce que je trouve plus passionnant, je préfère. Moi, je suis plus sensible à la couleur parce que si vous voulez, vous n'avez pas le côté nomenclaturé du diamant. C'est vraiment une question d'offre de demande. Donc voilà, savoir quelle est l'affinité, qu'est-ce qui nous plaît avant tout. Est-ce qu'on a vraiment une passion pour le diamant, une passion pour la pierre de couleur ou même la pierre ornementale? C'est génial, la pierre ornementale, la lapis-lazuli, la turquoise, etc. C'est des gammes très spécifiques qui vont permettre d'alimenter, comme je vous disais, la moyenne joaillerie ou comme notre rose des vents sur lequel il y a de la nacre. C'est encore autre chose. Donc on peut se spécialiser. On ne peut pas tout faire, c'est compliqué. Idem, on peut aimer plus faire le côté très science, hein, le laboratoire, etc., être dans les analyses. C'est encore totalement différent. Ou alors si on est quelqu'un qui aime voyager, qu'on n'aime pas rester assis dans un bureau, parce que nous on est très bureau quand même, on voyage mais pas autant qu'un gem dealers. Gem dealers, eux vraiment, ils sont sur les salons tout le temps, ils vont faire leur sourcing, ils vont se déplacer dans les tailleries qui sont internationales. Donc voilà, il y a plein de métiers, plein de choses. Donc il faut se spécifier, il faut se renseigner. C'est pour ça que ça prend du temps. Il faut comprendre comment fonctionne le milieu avant de vouloir faire quelque chose. Par exemple, mon responsable pierre, Dominique Dufermont, lui, il a fait un DUG en géologie à Nantes, comme Aurélien Delaunay. Là, on est vraiment sur le côté très poussé. À l'ING, c'est beaucoup plus abordable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aborde la cristallographie, l'optique, qui sont quand même très complexes, la chimie aussi, mais si on travaille, moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas scientifique de base, je suis littéraire, quand on met de l'huile de coude, ça fonctionne très bien. Et si ça nous intéresse un tant soit un peu de rentrer dans la composition d'une pierre, donc de sa chimie, c'est comme de la cuisine, hein, une pierre. Une fois qu'on a compris que le diamant c'était du carbone, etc., voilà, on va plus en profondeur. Et en vrai, c'est pas accessible, mais c'est compréhensible. Qu'une seule pierre, celle que je préfère, un spinel cobalt, un spinel bleu cobalt. Une rareté, c'est une grande fierté pour moi et la maison et toute notre équipe pierre. On a sorti, je crois que c'était, que je vous dise pas de bêtises, en 2018, une collection où on avait une bague double avec un spinel bleu cobalt, une pierre qui est merveilleuse et qu'on ne trouve qu'au Vietnam sur la taille d'un terrain de football. C'est une petite rizière et ils ont découvert cette pierre là-bas et aujourd'hui l'extraction elle a duré même pas 5 ans parce que les matières qui sortent aujourd'hui sont un peu plus violacées et ce spinel là c'est une pierre de collectionneur. Donc on en a eu une magnifique qui a été sertie sur une bague double. Je me rappelle encore, elle faisait 3 carats 0,1, sublime. Et puis un petit peu chahutée parce que sa taille n'était pas parfaite. C'est ce que j'aime aussi. C'est l'opposé du diamant où un diamant, pour avoir la meilleure brillance possible, il doit être taillé à la perfection. La pierre de couleur, on y va au charme, on y va à la couleur, on y va au feeling. Et comme le prix au carat peut être très élevé, ce qu'on le sait, c'est une pierre, on la pèse au carat, c'est 0,2 grammes. Et on essaye de conserver le poids le plus possible. Donc on ne s'amuse pas à retailler sur des matières qui sont rares et chères. Et cette petite pierre de 3,01 qui était toute chahutée, mais qui avait une couleur magnifique, voilà, sur cette bague double spinel, c'est une merveille. Donc je vous invite à la regarder sur Google. Tapez bague double spinel Dior, merveille. Voilà, s'il devait rester qu'une pierre, ça serait celle-ci. Une anecdote marquante, la chance que j'ai, c'est que c'est quasiment tous les jours. Honnêtement, parce qu'on voit des merveilles tous les jours. Moi, ma plus grande peur, c'est qu'on s'habitue à ça. Parce on devient un peu pénible, parce qu'à l'ING, on est habitué, effectivement, on fait nos premières analyses, nos premiers essais en labo sur des pierres d'une moindre qualité, ce qui est normal, on ne peut pas s'amuser à jouer avec des pierres à plusieurs millions. Mais voilà, on a cet avantage, comme on a un rythme constant de collection, qu'on fonctionne à flux tendu, on voit des merveilles tous les jours et on essaye de ne pas s'y habituer. Donc, des anecdotes, oui, il y en a toujours, mais c'est surtout de voir des merveilles au quotidien, le vrai plaisir. Excellente question. Mon plus gros coup de stress, je crois que c'était le niveau 2. Le niveau 2, c'était à l'époque, j'avais confondu, je crois, une cordierite et une améthyste en analyse. Et j'ai raté mon niveau 2 à cause de ça. J'étais fou furieux parce que je me laissais perturber. Je crois que les indices étaient très similaires et j'avais cru reconnaître des inclusions typiques de la tourmaline, alors qu'en fait, si j'avais analysé plus en profondeur, j'aurais deviné que c'était une cordierite. Donc ouais, gros coup de stress. Cette épiphanie, c'était vraiment le moment où je rentrais chez Chanel. Évidemment, chez Dior aussi. Seconde épiphanie, mais une fois qu'on a déjà mis le pied dans une première maison, c'est vraiment le truc qui qui sacralise. Que du plaisir, que du bonheur.